Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon votre fuseau horaire. Merci de participer à la conférence de presse des réunions du printemps du président de la Groupe mondiale, Ajay Banga. Si vous avez besoin de services d'interprétation, vous pouvez voir une icône de Globe Interprétation. Cliquez dessus si vous voulez écouter dans une autre langue. Je m'appelle David Tice, je suis l'attaché de presse de la Banque mondiale et cette conférence reste confidentielle. Veuillez noter qu'il faut tenir compte de l'embargo jusqu'à 8 heures du matin, heure de Washington, vendredi 12 avril, c'est-à-dire 12 midi UTC. Ajay prononcera une allocation d'ouverture, puis nous passerons à vos questions. Pour poser une question, veuillez utiliser la fonction « Lever la main ». Nous espérons répondre au plus grand nombre possible, mais nous sommes soumis à des contraintes de temps. Donc, si je peux me permettre de vous tenir à une seule question et de vous identifier, vous et votre journal. Merci. Ajay, à vous. Merci, bonjour à tous. Je me réjouis d'accueillir chacun d'entre vous à notre siège la semaine prochaine pour une réunion du printemps 2024. Il y a 3 choses dont je voudrais vous parler ce matin. Tout d'abord, vous parlez de pourquoi nous avons mis en œuvre un programme de réforme évolutionnaire. Deuxièmement, faire le point sur la situation en ce moment et sur les changements concrets que nous avons apportés à ce que nous faisons à la banque. Et troisièmement, vous décrire comment ces améliorations seront mises en évidence la semaine prochaine. Et je pense qu'elles permettront à la Banque mondiale d'être plus ambitieuse et plus productive que jamais. Tout d'abord, pourquoi avons-nous entrepris ce programme d'évolution? Et en termes simples, il s'agit de passer à une plus grande échelle, d'avoir un plus grand impact. La question est de savoir pourquoi. Je pense que le premier point est que le monde est confronté à un ensemble de défis interdépendants. Il y a la crise climatique, la dette, l'insécurité alimentaire, les pandémies, la fragilité. Il est clairement nécessaire d'accélérer l'accès à l'air, à l'eau et à l'énergie propre. Mais nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté sans cette vision plus large, d'où notre première étape pour élargir l'ouverture de la banque avec une mission et une vision adaptée à l'objectif, à savoir créer un monde exempt de pauvreté sur une planète vivable. Deuxièmement, des ressources limitées. Presque toutes les estimations indiquent clairement qu'un progrès adéquat nécessite des milliers de milliards de dollars par an. Et troisièmement, l'urgence. Le temps presse. À titre d'exemple, au cours des 10 prochaines années, 1,1 milliard de jeunes dans les pays du Sud deviendront des adultes en âge de travailler. Mais dans la même période et dans les mêmes pays, on s'attend actuellement à ce que nous créions 325 millions d'emplois. Nous avons besoin d'une meilleure banque pour relever tous ces défis, mais également d'une meilleure banque pour relever les défis de demain. Deuxièmement, qu'avons-nous fait et quelle est la prochaine étape? Les dirigeants du G20 ont mis le groupe de la Banque mondiale au défi de changer et de jouer un rôle plus important dans la solution. Ils nous ont donné une feuille de route pour évoluer, une ambition de rapidité, de simplicité, de meilleure valorisation de notre bilan en engageant les partenaires et le secteur privé. Nous avons en quelque sorte pris cette feuille de route et nous l'avons suivie avec diligence. Les hauts dirigeants de la banque ont tous poursuivi différents éléments de cette feuille de route et nous avons travaillé à l'échelle de l'institution pour mettre en œuvre chacune de ces mesures. Le groupe d'experts du G20 a formulé 30 recommandations. Nous sommes en train de mettre en œuvre les 27 qui s'appliquent à notre institution. Parlons donc de vitesse, construire une banque plus rapide. Il y a quelques mois, le processus moyen d'approbation des projets de la Banque mondiale prenait 19 mois. C'est beaucoup trop long. Notre objectif déclaré est de réduire le temps d'approbation d'un tiers d'ici le milieu de l'année prochaine. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à mi-chemin de cet objectif. Nous avons éliminé 3 mois sur les quelques 6 mois que nous devons faire, mais il reste clairement du travail à faire. Simplicité. La rapidité et la simplicité vont de pair. Et je pense que nous voulons être un meilleur partenaire pour les gouvernements, le secteur privé et donc, en fin de compte, les personnes que nous servons. C'est ce que nous faisons dans de nombreux domaines de travail. Je voudrais vous citer un exemple. À compter du 1er juillet de cette année, la BIRD, l'IDA, la SFI et l'AMJ, l'AMIGA, ces 4 composantes du groupe de la Banque mondiale n'auront qu'un seul représentant conjoint du groupe de la Banque mondiale dans 20 pays. Grâce à un leadership unifié, il sera beaucoup plus facile pour les gouvernements de nos clients d'accéder au financement et à l'expertise de la banque plutôt que d'avoir à passer par des guichets différents. Parlons maintenant de l'adéquation des fonds propres, de ce que nous essayons de faire avec notre bilan. En avril, il y a un an, nous avons retiré 40 milliards
de dollars sur 10 ans de notre bilan en ajustant notre ratio prêt-fonds propres. Depuis, nous avons lancé un mécanisme de garantie de portefeuille, un instrument de capital hybride. Ces nouveaux outils nous permettront de prendre plus de risques, d'augmenter encore notre capacité de crédit, tout en préservant notre notation AAA. Les donateurs et les actionnaires ont accueilli ce travail avec un certain enthousiasme et une certaine générosité. La semaine prochaine, nous allons célébrer ces progrès avec certains d'entre eux. Ce qui rend ces outils sans précédent et constitue un bon investissement, c'est leur capacité de tirer de chaque dollar que nous recevons 6 à 8 fois plus au cours de la prochaine décennie. Nous sommes allés un peu plus loin que ce qu'exigeait la feuille de route sur l'évolution. Et la semaine dernière, nous avons commencé à offrir un financement sur 50 ans par l'intermédiaire de la BIRD, sans frais supplémentaires pour les projets qui offrent des avantages transfrontaliers, créant ainsi un système d'initiation pour les pays à investir dans un tel projet. Nous avons créé un système pour réduire les taux d'intérêt des projets qui répondent aux défis mondiaux. Pour financer ces incitations et davantage encore, nous avons annoncé la création d'un fonds pour une planète vivable qui peut être financé par les gouvernements mais également par les organismes philanthropiques. Et nous nous efforçons maintenant de recueillir des contributions à ce fonds. Tous ces instruments nous aident à soutenir les ambitions des pays à revenus intermédiaires, mais nous devons en faire davantage pour soutenir les pays à faible revenu. L'IDA est la principale source de financement concessionnel pour les pays à faible revenu. Il s'agit d'un dépôt sûr de fonds à mobiliser pour transformer le développement dans les pays qui en ont le plus besoin. Nous le faisons de deux manières, dans le cadre d'une campagne de reconstitution des ressources de l'IDA très sérieuse. Comme vous le savez, la reconstitution des ressources de l'IDA aura lieu à la fin de cette année. Premièrement, nous faisons notre part pour appuyer l'appel des dirigeants du G20 en faveur d'une reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA. Deuxièmement, nous essayons de simplifier l'IDA afin qu'elle soit plus conviviale pour les pays qui sont déjà aux prises avec des problèmes de capacité, pour rendre les choses plus faciles et plus simples, mais pour obtenir un renouvellement ambitieux sur le terrain. Donc plus rapide, plus simple, plus efficace, plus efficient. Mais nous pouvons agir seuls. Oui, donnez-moi un instant. Nous ne pouvons pas agir seuls. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé au sein et entre les groupes multilatéraux de développement afin d'approfondir et d'amplifier notre capacité à faire bouger les choses. Nous avons de nouveaux partenariats bilatéraux avec la Banque interaméricaine de développement, avec la Banque islamique de développement, et d'ici la semaine prochaine, nous aurons annoncé 2 autres partenaires. Dans l'ensemble des banques multinationales, nous avons un groupe de travail qui élabore à l'élaboration d'un plan visant à travailler d'abord avec les agences de notation de crédit afin de les aider à mieux comprendre notre travail et nos risques. Ils font partie intégrante de l'exploitation du plein potentiel du capital exigible. Deuxièmement, très prochainement, nous annoncerons une nouvelle plateforme de cofinancement qui peut changer la donne pour les clients et les banques multilatérales. Troisièmement, nous normalisons nos processus, comme la passation de marché afin d'aider les clients à économiser du temps et de l'argent. Et enfin, nous continuons d'élaborer une nouvelle approche pour suivre les résultats climatiques en fonction de l'impact. Vendredi prochain, lors des réunions du printemps, vous aurez une mise à jour vendredi en fait. Nous savons que les gouvernements, les institutions multilatérales et les organisations philanthropiques qui travaillent ensemble ne suffiront toujours pas à fournir les milliers de milliards de dollars dont nous aurons besoin chaque année pour lutter contre le climat, la fragilité et les inégalités dans le monde. Nous avons donc besoin du secteur privé. Et en juin, nous avons lancé le laboratoire d'investissement du secteur privé, recruté 15 PDG de sociétés de gestion d'actifs, de banques et d'opérateurs afin d'identifier les obstacles et les solutions potentielles à l'investissement dans les marchés émergents. 4 domaines d'intérêt ont émergé de ce groupe. Le premier est la certitude réglementaire. Le deuxième est l'assurance contre les risques politiques. Le troisième est le risque de change. Et le dernier est d'aider à créer et à mettre en place un modèle de distribution. Nous travaillons sur chacun de ces éléments. Et notre travail visant à éliminer les cloisonnements au sein de la banque y contribue. La BIRD possède une expertise dans l'élaboration de systèmes de réglementation. Nous avons associé ces capacités aux connaissances de la SFI dans le secteur
privé et nous pouvons contribuer à faire évoluer les politiques réglementaires et renforcer la confiance dans les marchés émergents. Dans un premier temps, cet été, nous lancerons une nouvelle plateforme de garantie qui offre simplicité, amélioration de l'accès et accélération de l'exécution des paiements. Cela nous place sur la bonne voie pour tripler nos émissions annuelles de garantie pour atteindre 20 milliards de dollars d'ici 2030. À titre de comparaison, nous en sommes aujourd'hui à 6 ou 7 milliards. Au fil du temps, cela multipliera de plusieurs degrés notre mobilisation de capitaux privés. Mais nous nous efforçons également de trouver des nouvelles approches pour faire face aux risques de change. Nous sommes au début d'un effort de plusieurs années pour construire une plateforme de titrisation pour les marchés émergents, ce qui permettra aux investisseurs institutionnels, les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds souverains d'apporter plus facilement une partie des 60 000 milliards de dollars qu'ils gèrent à ces pays en développement. Mais les nouveaux instruments financiers ne sont qu'une pièce du puzzle. Le mois dernier, nous avons commencé à publier nos données exclusives en tant que bien public mondial afin d'inspirer la confiance aux investisseurs. Nous le faisons de 3 nouvelles manières. La première est que les données sur le recouvrement du secteur privé par niveau de revenus par pays sont désormais publiées par un consortium d'institutions de développement. Deuxièmement, la Banque mondiale a publié des données sur les défauts de paiement du secteur privé, ventilées par notation de crédit. Et enfin, nous avons publié des statistiques sur les défauts souverains et le taux de recouvrement qui remonte à 1985 et que nous avons dû reconstruire à partir de nos flux de paiement et de nos données, et qui sont maintenant disponibles. Tout ce travail contribue à la réalisation d'un seul objectif, attirer davantage de capitaux du secteur privé dans ces économies en développement afin d'avoir un impact et de créer des emplois. Parlons maintenant de la banque de connaissances. Les connaissances font partie de la Banque mondiale depuis nos débuts. Nous sommes une banque de financement, une banque d'argent, mais nous sommes également une banque de savoir et de connaissances. Et c'est bien là l'idée, recentrer la Banque mondiale, non seulement en tant que mécanisme de financement, mais également en tant que mécanisme sur les connaissances. Dès le 1er juillet, une nouvelle structure sera en place. Vous allez voir la semaine prochaine comment nous utilisons déjà ce modèle pour faire des choses plus intéressantes, évolutives et à plus grande échelle. Le modèle reposera sur 5 piliers. Les individus, c'est-à-dire les régimes de santé, d'éducation et de protection sociale, la prospérité, c'est-à-dire les emplois, la politique fiscale, la politique économique, l'inclusion financière, les petites entreprises. Tout cela. La planète, c'est-à-dire l'air, l'eau, la santé des sols, la biodiversité, les forêts, et bien sûr, l'adaptation et l'atténuation. Les infrastructures, les routes, les ponts et l'énergie. Le numérique, parce qu'il transforme notre monde et rend tout le reste possible. À travers ces 5 secteurs verticaux, nous mesurerons notre impact sur l'égalité des sexes, sur l'emploi des jeunes et sur les impacts climatiques. Il s'agira également d'un changement dans la façon dont nous allons travailler, mais qui est fondé sur l'expertise durement acquise du personnel exceptionnel du groupe de la Banque mondiale déployé dans le monde entier pour aider les pays à se développer. Ce que nous faisons, c'est mettre ces experts à l'avant-garde de notre modèle axé sur les pays et de nos cadres de partenariat avec les pays en rencontrant les gouvernements pour élaborer un plan de développement ciblé qui soit un mariage de leur ambition et de notre expertise. Avec ce plan, nos équipes travaillent ensuite à créer et à cultiver des projets bancables et à les mettre en œuvre. Mais ceci nécessite les capacités au sein du gouvernement et donc les équipes de notre banque des connaissances travaillera en partenariat avec nos fonctionnaires sur le terrain pour aider les gouvernements à mettre en œuvre ces projets. C'est le modèle sur lequel nous travaillons. Parlons maintenant du bulletin de notes, parce que ce qui sous-tend tout cela repose sur la responsabilisation et la concentration. Vous avez suivi notre travail pour être plus travail et mis à l'échelle. L'une des pierres angulaires de notre démarche est d'encourager la production, et pas seulement les intrants, en veillant à ce que nous nous concentrions non seulement sur l'argent, mais également sur le nombre de filles qui vont à l'école, sur le nombre d'emplois créés, sur le nombre de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone évitées et sur le nombre de dollars mobilisés par le secteur privé. Ce nouveau bulletin de notes que nous venons de lancer il y a 2 jours et qui est en cours de refonte à partir de 0 et donc prendra un certain temps d'être achevé avec satisfaction. Nous l'orientons vers les résultats et les données probantes en le faisant passer de 153 à 22 éléments pour cibler l'institution, l'aider à mieux fonctionner en tant qu'unité unique pour relever les défis du développement.
Ce tableau de bord est notre critère de reddition de comptes. C'est un point de repère autour duquel nos équipes peuvent se rallier et travailler. Cela permet également à nos actionnaires et à nos contribuables, à nos donateurs de voir clairement l'impact que nous avons et de mériter leur confiance et leur capital. Nous avons également mis en œuvre une série de changements que vous ne verrez pas, mais que nos clients et nos partenaires ressentiront. Il s'agit notamment de réforme des processus de planification et des activités de budgétisation. Moins de documents, mais plus harmonisés. Voici quelques résultats. Nous sommes en mesure de raccourcir le processus de planification stratégique de 9 à 3 mois en développant l'approche d'un seul groupe de la Banque mondiale plutôt que l'approche pour chaque agence de la banque. Une bonne planification des activités de la BIRD et de l'IDA nous permettra de redéployer 144 millions de dollars d'économie et de productivité pour soutenir les productivités. Nous voulons commencer l'année chaque année en rechargeant les économies de productivité de 5% sur nos dépenses. Nous avons unifié notre approche sur l'immobilier. Nous en tirons des gains d'efficacité, économisant d'ores et déjà 150 millions de dollars pour les exercices 2023 et 2024. Tout cela fait partie de notre travail pour nous assurer que la banque fonctionne encore mieux. Donc la semaine prochaine, vous allez voir qu'à l'avenir, nous aurons une machine qui fonctionne mieux et qui, nous l'espérons, nous permettra de prendre en charge des projets plus importants et plus ambitieux. Nous espérons être en mesure de travailler d'une manière transparente dans l'ensemble de la banque. Nous espérons accompagner les pays sur la voie du développement et attirer les investissements du secteur privé qui, selon nous, prennent de l'ampleur et contribuent au bon type de prospérité. Comme nous l'avons vu lors de la COP pointue, nous avons déjà engagé 45% de nos fonds pour le climat, dont la moitié pour l'adaptation d'ici à 2025. Nous travaillons avec les partenaires pour mettre à l'échelle des marchés de carbone dans le secteur forestier. Nous pensons que cela profitera aux populations des pays en développement. Nous sommes lancés dans un programme ambitieux pour lutter contre les effets délétères des émissions de méthane dans 15 pays et d'autres sont à venir. Nous avons lancé un nouveau programme qui, nous l'espérons, apportera une énergie propre, stable et abordable. Lors de la COP, nous avons annoncé l'accès pour 100 millions d'Africains d'ici à 2030, ce qui réduira considérablement un obstacle majeur au développement. La semaine prochaine, nous allons relever considérablement nos objectifs ambitieux en matière d'énergie pour l'Afrique. Nous ouvrirons un nouvel horizon quant à notre travail sur la santé. Chacun de ces objectifs, l'accès à l'électricité en Afrique et la santé, nécessite des connaissances, le secteur privé, la rapidité et le financement, y compris l'IDA et les partenaires. Donc, une meilleure banque, davantage d'ambition. Voilà le jeu que nous essayons de jouer ici. Merci beaucoup et je me réjouis de répondre à vos questions. Merci et encore une fois, pour poser une question, veuillez utiliser la fonction lever la main et je vois d'abord de Politico Zach Coleman. Zach, veuillez poser votre question. Oui, merci infiniment de nous rencontrer et j'ai une question qui concerne le climat. Le Brésil préside le G20 et accueillera également la COP30 en 2025. Dans quelle mesure vous engagez-vous avec eux dans le cadre de leur rôle, dans le cadre de la COP et quel est leur intérêt? Quel intérêt ont-ils manifesté à l'idée d'aider la banque à changer et d'amener la banque à modifier sa fonction pour aider à établir cet objectif de financement climatique lors de la COP29 qui alimentera ensuite les stratégies climatiques nationales qui doivent être respectées d'ici à 2025? Eh bien, le Brésil participe très activement au dialogue que nous avons. En fait, au sein du G20, ils ont une très grande ambition au cours de cette année de présidence de se concentrer sur la pauvreté et la faim. Mais derrière tout cela, ce qui sous-tend tout cela, il y a un plan de croissance pour le Brésil qui part de l'ambition du président Lula et du ministre des Finances Haddad d'utiliser la croissance verte comme moyen d'inverser la tendance. Ils ont déjà fait des grands progrès sur le taux de déforestation qui avait lieu avant l'arrivée au pouvoir du président Lula. Il a changé énormément la donne à ce niveau-là. Vous les trouverez donc engagés dans tous les domaines du climat, non seulement en ce qui concerne l'atténuation ou l'adaptation, mais également en ce qui concerne le sol, la biodiversité et la nature. Voilà leur ambition tout au long de leur présidence du G20 et ensuite pour la prochaine COP20 sur laquelle ils auront l'occasion de travailler. Nous sommes en dialogue avec eux. De fait, je vais avoir une autre conversation avec le ministre des Finances, M. Haddad, lundi. Et puis, bien entendu, il sera là pour les réunions du printemps. Donc, vous aurez l'occasion de le rencontrer et peut-être de voir son dévouement à être un leader lorsque la COP29 aura lieu.
Super, merci. Ensuite, je vois la main de Ana Rodriguez. El tiempo. Ana, allez-y. Oui, bonjour. Quel est le rôle de l'Amérique latine dans le nouveau processus engagé par la banque? Eh bien, l'Amérique latine reste une partie très importante de l'effort et de l'énergie de la banque. Il y a un certain nombre de pays différents. Je parlais tout à l'heure du Brésil, mais il y a également l'Argentine qui est en train de vivre un réalignement économique complet. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, nous avons publié notre point de vue sur les perspectives économiques de l'Amérique latine et certaines d'entre elles sont difficiles, mais une grande partie de celles-ci sont influencées par des circonstances de la correction de l'Argentine. Nous avons également dit que nous appuyons l'orientation de leur économie et nous allons travailler en étroite collaboration avec leurs dirigeants pour les aider à aller de l'avant. Nous travaillons en Colombie et en Araguay. Je parlais récemment d'un programme axé sur les résultats que nous avons lancé en Uruguay, mais le gouvernement uruguayen est très désireux de voir s'il peut dépasser ses contributions déterminées au niveau national pour lutter contre le changement climatique. Nous travaillons avec eux sur le méthane et s'ils le font, cela réduira le coût de leurs prêts. C'est une structure de rémunération basée sur de récompenses basées sur les résultats. Donc nous travaillons en Amérique latine non seulement avec ces pays, mais également dans le cadre d'un partenariat solide avec la Banque interaméricaine du développement. C'est l'un des premiers partenariats que nous avons annoncés lorsque je voyageais avec Ilan. Et nous nous concentrons sur 3 domaines. Le premier concerne la collecte de fonds pour l'Amazonie, des obligations amazoniennes, pour ainsi dire, l'expertise que nous avons quant au trésor et que nous pouvons partager avec tous les pays dans la région, mais également avec la Banque interaméricaine de développement. Le deuxième porte sur la résilience climatique dans les Caraïbes, pour lesquelles nous avons annoncé beaucoup d'efforts sur des clauses de dette résilience au climat. Et celle-ci vise à réduire le fardeau des pays qui souffrent d'une catastrophe ou d'un événement climatique. Il y a un certain nombre de pays latins et des pays de la Caraïbe avec lesquels nous travaillons sur cette question. Et le troisième est de développer l'éducation et l'éducation numérique, en particulier pour les filles en Amérique latine, en essayant de corriger le fossé d'apprentissage qui s'est développé pendant la COVID dans un certain nombre d'endroits dans le monde et également en Amérique latine. L'Amérique latine joue donc un rôle très important et constitue l'un des marchés intéressants dans nos activités. Merci et nous passons maintenant à Eric Martin de Bloomberg. Merci. Oui, bonjour, merci beaucoup Ajay. Je voulais poser une question sur certaines des situations de surendettement dans le monde, en particulier ce que vous observez en ce qui concerne les premières indications du cadre commun et la question de savoir si la Zambie vit une percée ou quelque chose qui pourra s'appliquer à l'accord d'autres détenteurs d'obligations en euros. Et également pour vous poser une question plus générale, au-delà de l'allègement de la dette de la Chine sur l'économie chinoise et votre visite récente là-bas, et si vous attendez à ce que la question de la surcapacité soit abordée lors des réunions, c'est certainement quelque chose sur laquelle la secrétaire Yellen a insisté auprès des Chinois, ainsi que Bruno Le Maire de la France. Mais dans quelle mesure peut-on s'attendre à que cette question soit soulevée, et si elle touche les pays émergents et en développement qui cherchent à créer leur propre industrie dans les régions où la Chine est dominante? Bonjour Eric, merci. Pour répondre à la première partie de votre question sur la dette, il est intéressant de noter que le cadre commun du G20 avait 4 pays, ciblait d'abord 4 pays, la Zambie, l'Éthiopie, le Ghana et le Tchad. Et depuis qu'ils sont entrés dans le cadre commun, la Banque mondiale leur a donné 16 à 18 milliards de dollars de fonds sur cette période, dont la moitié est nette positive. Et soit dit en passant, environ la moitié est constituée de dons, intégralement de dons, et le reste est très concessionnel. L'un des rôles que joue la banque dans le cadre du système de dette, parce que le FMI est chef de file, mais nous les appuyons de très près dans ce cadre,
c'est que nous veillons à ce que les flux soient net positifs. Et je pense donc qu'il s'agit de dons plus que d'autres choses, continuent d'affluer dans ces pays afin qu'ils puissent avoir la bouée de sauvetage dont ils auront besoin. Comme vous le savez, certains pays ont pris plus longtemps pour passer par le processus, mais au fur et à mesure où nous progressons, la situation s'améliore et s'accélère. Le grand défi ici est la transparence de l'information. Et à cet égard, beaucoup de progrès ont été réalisés au cours des dernières années. La Zambie est passée par un processus visant à obtenir d'abord l'accord sur la dette publique et maintenant on travaille sur le secteur privé. Donc oui, la Zambie pourrait être une indication d'espoir pour aller de l'avant, mais notre tâche est de faire en sorte que tout autre pays qui a besoin d'aide s'en sorte, soit par le biais de ce cadre commun ou alors par le biais du travail que nous accomplissons avec le FMI et la table ronde mondiale sur la dette souveraine dont il y aura une nouvelle réunion la semaine prochaine. Mais vous avez parlé de la liquidité. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Kenya ont tous deux été en mesure de retourner sur les marchés et d'y accéder et de réémettre de la dette à des prix différents. Je pense que la Côte d'Ivoire a obtenu un prix légèrement meilleur que le Kenya. La tâche véritable est de faire baisser ses prix. Mais la bonne nouvelle est que les marchés ne sont pas gelés. Ils sont en mesure de reconduire et de financer leurs dettes, ce qui a évolué et ce qui représente une évolution au cours des 6 à 8 derniers mois et c'est un bon signe. La réalité est que si les taux d'intérêt commencent à baisser dans le proche avenir, ça aidera également à améliorer la situation. Nous devons tenir compte de tout cela alors que nous allons parler des prochaines étapes du cadre commun du G20. De manière générale, si l'on prend du recul, le fait que de nombreux pays les plus pauvres du monde sont confrontés à une crise de dette intense ainsi que la question des taux d'intérêt et de l'affaiblissement de la croissance mondiale et même l'appréciation des devises étrangères. C'est un problème et personne ne peut en ignorer la gravité. Ce que nous essayons de faire, comme je l'ai dit, c'est de nous concentrer sur l'analyse de la viabilité de la dette, sur la transparence, puis sur les flux positifs nets et le financement sous forme de dons pour que tous ces pays puissent traverser cette période. Vous avez posé une question sur la Chine. J'y étais il y a quelques semaines et nous avons beaucoup parlé du rôle de la Chine dans le climat. Nous avons parlé de la volonté de la Chine de travailler avec le reste du monde dans 3 domaines qui, à mon avis, sont moins controversés que les défis habituels de la géopolitique. Le premier défi est le climat, le deuxième concerne les soins de santé et dans ce cas présent un intérêt particulier au fur et à mesure où leur population vieillit de créer la capacité d'apporter la prestation des soins. Et troisièmement sur le développement rural. Et lorsque j'étais là, j'ai visité une province et j'ai vu le travail réel que la Banque mondiale avait financé au fil des ans, mais également le transfert des connaissances et comment ils s'attaquaient donc à la pollution de l'air, du sol et de l'eau, non seulement dans l'agriculture, les transports, l'industrie et le reste, mais également en utilisant le suivi, la surveillance, le suivi et envoyer des équipes de correction pour aider à corriger ces problèmes avec un sentiment d'urgence. C'était assez impressionnant ce que j'ai vu là-bas, le travail qu'ils font. Ils ont un long chemin à parcourir. Ils figurent toujours parmi les plus grands pollueurs. De fait, ils sont sans doute le plus grand créateur d'émissions de gaz à effet de serre. C'est lié au charbon et à l'énergie thermique. Ils détiennent également environ 30% de la production manufacturière mondiale, ce qui nous amène à ce que vous disiez sur la surcapacité. Nous allons, comme vous le savez, la secrétaire Yellen et d'autres s'y intéressent davantage et je vous demande de leur poser la question. Très bien. Et nous avons Amy Williams du Financial Times. Allez-y. Bonjour, merci d'avoir organisé cette conférence de presse. J'ai également une question générale sur le climat. Simon Steele, le président de la CCNUCC, a déclaré hier dans un discours que les ministres des Finances de la Banque mondiale, du FMI, du G7 et du G20 devaient accélérer le rythme de mobilisation des dollars en faveur des pays en développement. Et j'aimerais entendre votre réaction à ce type de commentaire. Pensez-vous que la Banque mondiale peut accélérer le rythme? Merci. Écoutez, je l'ai annoncé lors de la COP que nous allions consacrer 45% de nos financements au climat d'ici à l'année prochaine. Nous avons auparavant un objectif de 30%, 35% et nous atteignons ce chiffre. Nous allons placer la barre plus haut. Honnêtement, je ne sais même pas si nous pouvons passer de 35 à 45% en l'espace de 18 mois, mais l'objectif de publication de ce chiffre de 45% est de partager notre intention et d'amener l'institution
institution à atteindre cette institution. Que j'atteigne 42% ou 46%, je serai beaucoup plus heureux. Ça, c'est la logique. Et j'ai dit la moitié pour l'adaptation et la moitié pour l'atténuation. Parce que je pense que la lutte contre le changement climatique exige que nous abordions le problème des deux côtés. Il est intéressant de noter que l'argent investi dans l'adaptation ne fait en fait que rendre le développement plus intelligent pour la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés en l'impact de climat. Variété des semences, résistance à la chaleur, ou l'irrigation au goutte à goutte dans l'agriculture, ou meilleure gestion de la productivité des sols, ou des écoles résistantes aux ouragans, ou des routes qui ne sont pas emportées chaque fois qu'il y a une catastrophe climatique, ce qui signifie que vous ne pouvez pas maintenir l'activité économique. Ce sont des outils de développement intelligent qui constituent la moitié de ce que nous consacrons à l'adaptation. La question est la suivante, Amy. Nous avons investi quelques 120 milliards de dollars l'année dernière, dont environ 70 à 80 milliards provenaient de l'IDA et de la BRD, et à laquelle s'appliquent ces 45%. Cela va-t-il changer la réalité du travail qui est nécessaire pour le climat? Non. Et je pense qu'aucune somme d'argent provenant uniquement des banques multilatérales ne pourra changer la donne. Ce n'est pas la taille les bilans ne sont pas à la hauteur, malgré la générosité des donateurs. La réalité est que même avec l'argent du gouvernement, vous ne pouvez pas changer cela. Regardez le fonds sur les pertes et dommages. Il vient d'être mis en place et tout n'est pas encore conclu. Notre travail constitue à mettre sur pied le secrétariat de ce fonds et ensuite le fonds aura son propre conseil qui décidera sur la façon de recueillir les fonds et de l'utiliser. Nous pouvons les aider avec notre expertise technique, mais c'est le fonds et son conseil qui en seront responsables. Il y a des engagements qui doivent être pris au moment de la COP. Environ 700 millions de dollars ont été engagés. Mais de toute évidence, nous aurons besoin de plus, mais la réalité est que l'argent des gouvernements et des banques multilatérales ne satisfera pas à atteindre les milliers de milliards dont on aura besoin. C'est pourquoi le secteur privé est très important. Il est important d'avoir une conversation globale qui comprenne l'argent du gouvernement et des banques multilatérales, mais qui comprenne également ce que nous devons faire avec le secteur privé. Voilà pourquoi le laboratoire du secteur privé, et nous avons parlé des 3 ou 4 choses que nous essayons à ce niveau-là, tout cela fait partie de notre approche holistique. Et ce n'est pas facile. Ça va être un grand défi. Merci, nous avons le temps pour une dernière question. David Lauder de Reuters, vous avez la parole. Bonjour Ajay, merci de nous rencontrer. Je voulais faire un suivi de la question d'Eric au sujet de la Chine. Je reviens du voyage, d'accompagner le voyage de la secrétaire Yellen dans ce pays où elle a soulevé de nombreuses inquiétudes au sujet de la surproduction chinoise de divers biens, en particulier des biens liés à l'énergie propre comme les véhicules électriques et les panneaux solaires. Et je me demande comment vous envisagez tout cela. L'argument chinois, bien sûr, est que les vastes capacités de production aideront le monde à atteindre ses objectifs climatiques en produisant des panneaux solaires à très bon marché en particulier. Où en êtes-vous? Y a-t-il un compromis à faire entre le fait que d'autres pays puissent partager cette capacité de fabrication? Ou bien est-ce que ce que la Chine fait est utile pour le monde? David, merci de poser cette question et je suis enchanté que vous soyez rendu en Chine et j'espère que votre voyage a été productif. Mon point de vue sur le commerce en général, c'est que le commerce transparent, dans lequel, enfin, vous savez, toutes les règles sur les subventions qui mènent à une bataille sur le commerce sont importantes. Et Ngozi est l'experte dans ce domaine. Je ne le suis pas, mais j'ai présidé la Chambre de commerce internationale dans ma vie antérieure et je crois fermement que le commerce y contribue. Mais le commerce y contribue s'il se fait dans la transparence et sur un pied d'égalité, parce que dans la négative, le simple fait d'obtenir un produit moins cher, mais cela ne vous aide pas à renforcer les capacités de la société, à développer les bons filets de sécurité pour votre peuple, à construire la bonne qualité de vie pour votre population. Et donc, vous ne résolvez pas le problème. Vous ne pouvez pas résoudre un seul côté de l'équation, vous devez considérer les deux côtés. C'est ce que j'ai toujours cru. Et ce n'est pas uniquement spécifique au problème actuel de la Chine dont on débat, cela s'applique à toute une série de subventions dans le monde. Et pas uniquement dans le domaine du commerce, mais nous avons également parlé de subventions dans le secteur des carburants et de l'agriculture dans le monde entier. Il y a 1
1000 milliards et demi de dollars qui y sont consacrés et les gens pensent qu'il y a 6 billions de dollars par an qui représentent des coûts indirects avec des effets néfastes dans les subventions pour les combustibles et les fossiles et l'agriculture. Et nous parlions de la question précédente d'Amy. D'où tirez-vous l'argent pour certaines choses? C'est de l'argent qui ne peut pas être réaffecté. Je ne crois pas qu'on puisse le faire sans se soucier des populations qui bénéficient d'une partie de ces subventions pour le coût de leur vie. Donc, si vous offrez du gaz naturel moins cher à votre population pour qu'ils puissent cuisiner chez eux par rapport au charbon, c'est une bonne utilisation de la subvention. Mais peut-on réorienter les subventions? L'Union européenne a pris 60 milliards de dollars de subventions qui allaient auparavant aux agriculteurs, mais qui utilisaient plus d'engrais avec tous les impacts en aval de ce ruissellement d'engrais. Et donc maintenant, on leur donne 60 milliards de dollars, mais d'encourager une utilisation plus faible et plus intelligente du bon type d'engrais. Je pense que toute la question des subventions dans le commerce et dans la consommation intérieure mérite l'attention de la part de nous tous. Merci à tous et merci à Jay. Voici qui conclut notre conférence de presse et nous vous rappelons qu'il y a un embargo sur le contenu de cette conférence jusqu'à 8h heure de Washington demain 12 avril, à savoir midi UTC. Merci d'avoir participé. Nous avons une semaine chargée la semaine prochaine et j'espère vous voir tous pendant les réunions du printemps. Merci.